bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour ce nouveau numéro de la semaine éco. Ce soir, nous nous intéressons aux zones d'activité qui vont bientôt dépendre des communes. Le président de la République a ordonné tout récemment le placement de ces zones sous tutelle des assemblées populaires communales. Il s'agit en fait de mettre ce foncier à disposition des premiers représentants du peuple, à savoir les élus locaux, ce qui devrait permettre de définir avec exactitude les besoins réels de chaque région en termes d'activité économique. Ce patrimoine souvent gâché et non exploité pourra également servir d'une rampe de lancement pour de jeunes entrepreneurs et des start-up. Mais avant cela, nous allons essayer de comprendre comment sont gérées ces zones d'activité actuellement et surtout par qui. Et nous aborderons également d'une manière plus globale la question du foncier industriel avec nos invités qui sont avec nous ce soir, à commencer par Monsieur Mourad Semer, président de l'APC de Mouradia. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons avec nous par téléphone Adel Benchassi, chef d'entreprise, président du Conseil national pour la promotion de la PME. Adel Benchassi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis notre troisième invité, Lounès Messaoudi, architecte et urbaniste. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir, merci pour votre... Voilà, nous tenons à préciser que nous avons adressé une invitation également au ministère de l'Industrie. L'invitation qui a été malheureusement déclinée pour cette fois, mais nous n'espérons pas d'avoir un représentant du département de l'industrie pour nos prochaines émissions. Voilà, et nous allons tout de suite entamer le débat avec vous, Monsieur Semer Mourad. Je rappelle que vous êtes président de l'APC de Mouradia. Alors, la première question, comment sont gérées aujourd'hui ces zones d'activité et par qui? Bonsoir, seconde fois. Ces zones actuellement sont gérées par le ministère de l'Industrie. Et une EPIC, c'est l'ANIREF, qui gère ce patrimoine foncier. C'est un patrimoine foncier industriel. Donc il est géré pratiquement par une EPIC. Voilà. Très bien. Donc elle dépend pour l'instant du ministère de l'Industrie, mais aussi des wilayas, c'est cela? Voilà, c'est l'EPIC, l'ANIREF. Oui. D'accord. Est-ce que les présidents d'APC, en tout cas vous êtes plutôt content que ces zones d'activité reviennent vers la gestion des APC? Écoutez, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une décision de Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire de céder ces zones au président d'APC. Donc c'est un processus de décentralisation qui commence, qui vient d'être entamé. Parce que vous savez, la gestion des affaires au niveau de toutes les institutions, c'est une centralisation, c'est-à-dire au niveau de la base qui est la commune, les communes sont bridées, c'est-à-dire il n'y a pas cette volonté d'innover ou d'entreprendre. Donc avec cette décision, je crois que les maires auront les coups des franches pour c'est-à-dire entamer ce processus de développement local. C'est très important. Comme ça, chaque entrepreneur aura, je dirais, son espace un espace adéquat pour développer son entreprise. Ces zones industrielles, c'est des vecteurs pour les entreprises, surtout pour la création d'emplois. Ce qui est important pour une commune qui est là, qui fait face à des demandes d'emploi, c'est-à-dire le chômage qui est en constante croissance. Donc là, je crois que les PAPC pourront faire face à ce phénomène. Très bien. Alors, nous allons adresser la même question pratiquement à Adel Benchassi. Vous nous entendez? Oui, tout à fait, très bien. Alors, très bien. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et président du Conseil national pour la promotion de la PME. Quand vous avez entendu parler de cette décision du président de la République de mettre sous tutelle les zones d'activité, alors comment vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, écoutez, on va pas aller par anticipation, mais en tous les cas, à mon sens, je pense que c'est très positif. Monsieur le PAPC d'El Mouradia a parlé de décentralisation, c'est tout à fait juste, et surtout, le mot auquel je suis très sensible, qui est le développement local. Bien sûr, quand on dit développement local, ça ne veut pas dire développement régional, mais chaque commune se doit d'avoir la gestion de ces zones industrielles et je pense que ça pourrait même amener une certaine compétitivité des régions, puisque chaque région doit être au niveau, si vous voulez, de la gestion de ces zones compétitives pour pouvoir attirer le plus d'investisseurs possible. Et pour moi, c'est une première action vers la décentralisation. Et c'est un geste fort, parce que si on doit reprendre l'historique de la gestion des zones industrielles depuis 30 ans, ça a été beaucoup de changements. On a dans le mode de gestion précédent un mode de gestion
très centralisée qui fait que malheureusement il y a eu, si vous voulez, des zones industrielles très dynamiques, très actives, voyaient leur budget de fonctionnement remonter vers une centrale pour être redistribué. Alors, c'est très bizarre pour un mode de gestion de zone industrielle. Donc, mais c'est très bien à mon sens. Très bien. Alors, si on parle de votre propre expérience, vous êtes sur le terrain depuis un bon nombre d'années, vous êtes à la tête de votre propre entreprise, vous activez dans une zone industrielle. Alors, qu'est-ce que ce changement de tutelle pourrait apporter aux chefs d'entreprise, aux investisseurs, selon vous? Écoutez, il faudrait faire un petit peu d'histoire, si vous me permettez, en quelques mots. Dans les années 90, c'était les Urba. D'accord, c'était les sociétés Urba qui s'occupaient de l'administration de ces zones. On a eu à souffrir d'une certaine absence pendant une dizaine d'années, puis un retour de nouvelles sociétés qui étaient les SGI, les sociétés de gestion industrielle, dans lesquelles il devait y avoir dans les conseils d'administration non seulement les représentants des institutions, des autorités locales, etc., mais aussi des représentants des investisseurs. Or que, malheureusement, nous, investisseurs, nous n'avons jamais pris part à la gestion de ces zones. Et quand on revient justement à ces communes, les communes, bien sûr, c'est les représentants, les premiers représentants du peuple, les premiers élus, et c'est pour ça que je pense qu'il y a réellement à apporter des améliorations, puisque eux-mêmes en seront tenus pour comptables et responsables des états des routes, des lumières, de l'assainissement, de respect d'un certain cahier des charges, parce qu'à un moment, ça a été l'abandon total. Je vais vous citer un petit exemple. Allez-y. Sans parler de DJ, là où je suis installé, puisqu'on a eu à souffrir réellement de l'état sécuritaire, et après, on parle de la grande zone industrielle de Rouiba ou là par exemple de Westmart, pour que beaucoup de nos concitoyens connaissent. Vous avez un état des routes qui était à un certain moment, mais véritablement chaotique. Ça voulait dire que tous les jours, il y avait des heures, et je dis bien des heures de perdues chaque jour par tous les utilisateurs ou les gens qui travaillent là-bas ou les fournisseurs ou les clients. Vous imaginez, quand vous comptez le nombre de jours œuvrés, les pertes économiques qu'encaissait l'Algérie par rapport justement à cette gestion de zone industrielle. Et encore là, on ne va pas parler de reboisement ou d'esthétique. Hein. C'est la première des choses. C'est par la route que se fait, c'est le premier chemin pour l'amélioration de l'économie. Très bien, Adel Messassi. Donc, vous nous tendez un peu la perche pour nous adresser à Lounes Messaoudi, qui est architecte et urbaniste. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les communes sont outillées pour pouvoir aménager comme il se doit, sont les moyens nécessaires pour aménager ces zones d'activité? Alors, tout d'abord, je vous remercie d'inviter un architecte praticien. C'est la preuve que la conception aujourd'hui intéresse absolument tout le monde. Clairement. Et donc, pour nous, concepteurs, toutes ces zones sont des territoires de la République. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que ces territoires de la République ne sont pas correctement conçus, alors qu'il y a des femmes et des hommes qui passent peut-être plus de temps que dans leur propre famille. Justement, de quoi ont besoin les communes aujourd'hui pour pouvoir aménager comme il se doit ces zones d'activité? Exactement, mais j'allais y venir. Pour nous, concepteurs, nous avons en face de nous une maîtrise d'ouvrage que, bien entendu, nous souhaitons former et outiller pour nous fournir des programmes. Nous n'avons pas la science infuse, nous répondons à une attente, nous répondons à des besoins donc dans le cadre d'aménagement de ces zones. C'était les wilayas avant, maintenant c'est les mairies. Je pense que les communes ne sont pas toutes égales et qu'il est nécessaire de réfléchir à un organe d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui soit à même de fournir les cahiers des charges précis et non pas des cahiers des charges vagues pour finalement obtenir, parce qu'on ne peut répondre précisément qu'à une question précisément posée. Donc les communes aujourd'hui, je pense qu'il faut les accompagner, elles ont besoin d'être accompagnées par un outil d'aide
à l'établissement de ces cahiers des charges-là. Très bien. Je reviens vers vous, Monsieur Mourad Samer. Alors, ces nouvelles missions dont vous venez être investi ou vous allez être investi par le président de la République concernant les zones d'activité, est-ce que ces nouvelles missions ne vont pas vous rajouter peut-être plus de complexité dans la gestion au quotidien? Est-ce que ça vous fait peur, en fait? Non, écoutez, peur, non. On est des responsables, on est des représentants du peuple, on est des représentants de l'autorité de l'État, on a la double casquette. Au contraire, vous savez, le rôle des APC, pour moi, si on n'arrive pas à créer de la richesse, si on n'arrive pas à créer de l'emploi, je ne vois pas l'utilité des élus locaux. On ne va pas s'attarder sur des missions qui sont pratiquement c'est du quotidien. Il faut passer à autre chose. Donc, moi, je dirais que c'est une opportunité pour qu'il y ait, même au niveau des maires ou des futurs maires, il y aura de véritables managers qui vont être à la tête de ces institutions de base de l'État. Je voudrais juste rajouter, concernant l'intervention de monsieur l'architecte, concernant les zones, on risque de tomber dans un problème de, vous savez, la nature juridique des terrains. Généralement, vous savez, c'est des terrains qui appartiennent au domaine, donc le transfert pour les communes, ça se fait d'une façon très très délicate. Donc il faudrait penser à un organisme qui va faciliter, ou comme un guichet unique qui doit être présidé par, je dirais, le PAPI ou le Wali, pour faciliter les transferts de propriété, parce que ça cause vraiment un problème. Donner la gestion d'une zone et le maire n'a pas cette facilité de transférer un terrain ou de donner des concessions, là, ça peut poser un problème. Ça risque de prendre du temps, selon vous, ce transfert actuellement, oui, ça prend beaucoup de temps pour transférer. Et vous savez, lorsque vous avez des gens qui viennent investir, qui ramènent des capitaux, qui vont créer de l'emploi et de la richesse, je crois que ces gens-là n'ont pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et la population n'a pas le temps aussi, vous savez, la résilience, c'est un peu envers ces jeunes, il faut faire très très vite. Donc je crois qu'il faut encourager ces gens à venir investir, et c'est à l'administration, c'est-à-dire au président d'APC et l'administration, de faciliter le travail de ces gens-là. Alors justement, sur le plan juridique, quelles sont vos attentes en tant que président d'APC? Pour bien gérer ces zones d'activité. C'est le transfert de la propriété qui se fait. C'est ce qui posera le plus de problèmes, selon vous. Ah oui, ça va être transféré de la nature juridique des domaines vers l'APC, ça demande du temps. Et là, il faut trouver une solution pour faciliter cette opération. Très bien. Je reviens vers vous, Adel Bensassi. Alors, ces zones d'activité peuvent être une véritable rampe de lancement pour de jeunes entrepreneurs ou même des start-up. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ça? C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'espace pour une jeune entreprise qui commence? Oui, absolument. C'est-à-dire, effectivement, si on doit parler de start-up en tant qu'entité nouvellement créée, et qui a un business model de ce qu'on appelle scalable. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir à embaucher autant de personnes que son chiffre d'affaires va augmenter. On pense souvent, par exemple, aux centrales d'achat, aux centrales de livraison pour les biens et services, etc., etc. Effectivement, que c'est beaucoup plus un besoin de bureaux aménagés ou de coworking space, c'est-à-dire espace de travail partagé avec des bureaux ouverts, etc. Et on peut véritablement créer des standards qui pourraient servir bien sûr de réceptacle. Et il y a toutes ces anciens centres de facilitation qui sont en train d'être transformés, enfin qui étaient les ex-pépinières, qui sont en train d'être transformés pour ça. Mais par contre, on ne peut pas faire, à mon sens, des hangars standards. Parce qu'un fabricant de tubes en PVC, ce n'est pas un fabricant de boissons, ils n'auront pas les mêmes besoins suivant les différentes industries. Et là, la question se pose différemment par rapport aux zones industrielles. Si je peux compléter ce qu'ont dit mes collègues, il y a effectivement le problème juridique va se poser sur la récupération des anciennes situations par rapport à l'assainissement des situations anciennes.
On a eu, dans le cadre de la politique justement d'accompagnement du développement local, à visiter Tizi Ouzou. Il y a une zone industrielle qui a été créée en 1984. Vous savez qu'à ce jour, il y a encore des problématiques liées au foncier. Donc il y a des entreprises qui sont installées sur des terrains depuis plus de 30 ans, donc il y a encore des problèmes, on ne s'est pas encore réglé. Tout ça, il va falloir le régler. Donc ce serait pour ces communes-là, entre guillemets, un cadeau empoisonné, je m'excuse. C'est-à-dire que là, il faudrait peut-être qu'il y ait soit une commission nationale, ou en tout cas un organe qui soit créé pour accompagner et pour pouvoir régler ces problèmes définitivement. Parce que sinon, on restera toujours dans les blocages. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le développement des zones industrielles nouvelles qui permettraient, ou là, de nouvelles zones d'activité. Très bien. Il y a beaucoup de communes et c'est vrai que c'est assez inégal là-dessus. Pour l'instant, le cadre juridique qui va permettre justement ce transfert n'a pas encore été créé. En tout cas, l'ordre a été donné par le président de la République pour que ça se fasse. Sinon, si on revient à ces zones d'activité, si elles vont finir par atterrir entre les mains des présidents des PAPC, alors est-ce que le fait qu'elles soient des zones de proximité, ça va apporter quelque chose pour les créateurs, les jeunes porteurs de projets, les jeunes au niveau des communes? C'est-à-dire, elles seront à proximité de l'endroit où elles ont envie d'évoluer. Même pour les chefs d'entreprise, même pour les PAPC, ce sera plus facile d'identifier les talents et les possibilités qui existent au niveau de leur commune. Oui, bien sûr. Disons que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Donc, quand on est dans une approche locale, ça va simplifier les choses. Après se pose le problème d'égalité des régions, enfin des communes. Vous avez des communes qui sont montagneuses, ne vont pas avoir les mêmes opportunités qu'une commune on va dire qui est sur un terrain plat, que ce soit le haut plateau ou les grandes zones du sud, etc. Donc il ne faut pas se leurrer. Là encore, chaque commune, à mon avis, vous savez, sur le côté développement local, pour cette question, elle va, à mon sens, si j'ai bien compris, vers ça, il faut mettre en valeur les différents avantages comparatifs de chaque région. Si vous êtes dans les hauts plateaux où vous n'avez pas de problématique de terrain, il y a des activités qui sont, on va dire, qui ont besoin de beaucoup de place qu'il faut implanter là-bas. Il y a des régions peut-être qui vont être plus arboricoles ou là agricoles, où il va falloir peut-être faciliter des micro-zones qui vont faire dans l'agro-transformation, et ainsi de suite. Ce serait ça qu'il faudrait peut-être favoriser, et vraiment le développement local et va faciliter, mais il faut que les choix soient stratégiques et bien établis, en proximité avec les élus, et à mon sens, c'est ce que veut le président de la République. C'est à mon avis, la première stratégie. Voilà, donc on pose la question maintenant à l'architecte urbaniste Lounès Messoudi. Quel conseil donneriez-vous aux APC pour qu'elles puissent bien optimiser justement ces espaces? En fait, on le constate tous, ces zones industrielles aujourd'hui ne sont pas du tout accueillantes et ont une image absolument négative. Je viens d'entendre parler de start-up. Allons-y, puisqu'on est en train de former des centaines et des centaines de concepteurs, de créateurs, de designers. Mettons-les en concurrence sur la base de cahiers des charges ouverts, sans obligation de moyens colossaux, car c'est une prestation intellectuelle qui permettrait à des jeunes d'accéder à la commande publique sur la base de concours d'idées, parce que nos zones industrielles aujourd'hui ont réellement besoin d'un changement d'image. Un investisseur qui va aller dans une zone où il n'y a pas d'espace extérieur, où il y a absolument zéro importance donnée au paysage, il n'a pas envie d'y être. On a tous visité des zones industrielles. On a envie de repartir aussi vite qu'on est arrivé. Du coup, ce travail-là dont on est en train de parler, qui doit être fait par les concepteurs, qu'on le veuille ou pas, de toutes les façons, nous subissons. Soit on prend les devants et on fait un travail de conception en amont pour obtenir des espaces confortables et agréables à partager. Surtout pour des primo-investisseurs. Et exactement. Puisque j'ai entendu parler de start-up, moi j'ai réagi en disant prenons des jeunes concepteurs, nous avons des jeunes talents
dans ce pays. Moi, j'ai assisté à plusieurs reprises à des jurys de fin d'études dans les départements d'architecture ou à l'école d'architecture d'Alger. J'étais à chaque fois agréablement surpris de voir à quel point ces jeunes arrivent à aller dans un travail de détail. Lorsqu'ils sortent de l'école, c'est toute autre chose. On leur dit, écoutez, vous, qualité créatrice, vous les mettez de côté. Maintenant, il faut posséder des véhicules, il faut avoir des surfaces, on doit absolument... Oui. Est-ce que au niveau des communes, ils doivent penser, par exemple, avec un petit espace, on peut faire une maison de l'entrepreneuriat, une friche pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on va aller vers ces modèles-là? Mais totalement, parce que qui dit start-up dit des jeunes. Moi, je trouverais naturel que des jeunes créateurs conçoivent des espaces pour ces jeunes-là qui partent, parce que, comme je vous l'ai dit, l'architecture, nous la subissons. Si on ne prend pas les devants, nous vivons dans des espaces extérieurs partagés qui ne sont pas de bonne qualité. Nous aurons des trottoirs qui ne sont pas correctement dessinés. Nous irons dans des écoles qui ne seront pas adaptées. Et vivons pour beaucoup de nos concitoyens dans des maisons où ils se sentent mieux à l'extérieur que chez lui. Donc notre travail à nous, et c'est pour ça aussi que je vous remercie de l'invitation, je trouve qu'on devrait, nous architectes, faire plus de travail de sensibilisation pour dire que l'architecture, ce n'est pas une demande administrative qu'on ferait à monsieur le maire pour demander un permis de construire. C'est une conception d'espace qui doit être cohérent par rapport à l'activité qui doit... Je prends un exemple tout simple. Est-ce que les zones d'activité qui vont dépendre des communes peuvent être exploitées, notamment en hauteur, en sens, une bâtisse, plusieurs étages dédiés à l'entrepreneuriat? Je vous remercie pour votre question, monsieur. De toutes les façons, nous sommes en train de consommer du foncier qui n'est pas renouvelable. Donc si on veut continuer à consommer toutes nos terres agricoles, il n'y a qu'à continuer comme ça. Il faut mettre un point final à l'étalement urbain horizontal et réfléchir et réadapter. On ne dit pas que rien n'a été fait, des choses ont été faites. Maintenant, il faut d'une part évaluer, d'autre part corriger. Tout simplement, rien n'est... dans mon atelier, on travaille sur énormément de projets qui sont des restructurations. Nous ne démolissons pas tout. Donc c'est la preuve que ce métier peut apporter des solutions en ne faisant pas table rase du passé. Oui, mais pour peu qu'on laisse les jeunes... Est-ce que les APC font appel à vous pour ce genre d'aménagement? C'est des concours publics. Oui. Simplement, vous me donnez l'occasion de dire que les concours ne sont pas ouverts aux jeunes créateurs et ils devraient l'être plus, notamment pour des petites opérations, pour finalement arriver à obtenir plus de diversité. On ne doit pas avoir une zone industrielle qui est un centre d'entrepôt qui ressemble à Alger, qui ressemble à une autre à Tlemcen ou à Biskra. Alors, Mourad Samal, je reviens vers vous. On voit sur le terrain que l'APC ou les présidents d'APC d'habitude, ils pensent beaucoup plus à créer un centre culturel, un centre pour jeunes, mais beaucoup moins, voire jamais, à installer une maison de l'entrepreneuriat, par exemple, ou une petite friche pour les start-up. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que le PAPC pense aussi à la jeunesse, mais différemment? Oui, d'accord. En prenant en compte aussi le développement économique. Deux petites remarques concernant les interventions de M. Bensassi. Concernant l'extension des zones d'activité, c'est vrai, maintenant toutes les communes peuvent avoir leur zone d'activité, mais il ne faut pas qu'ils débordent sur les terres agricoles, parce que c'est important. Maintenant, parce que aussi ça va poser un problème très sérieux, parce que c'est des terres qui sont pratiquement intouchables, les terres agricoles. Concernant les zones d'activité, vous savez, les zones d'activité, on a des zones artisanales, des zones industrielles, le secteur tertiaire, il y a aussi la logistique, c'est-à-dire les chambres froides et le transport. On peut même, dans des zones d'activité, parler de technopoles, c'est-à-dire des universités, des centres de recherche. Donc, c'est un tout. Il suffit, une zone industrielle, ce n'est pas de l'industrie. Hein. Ça peut être
ça peut être plusieurs activités. d'activités. Je vous ai dit, il y a la logistique, il y a le transport, il y a même des technopoles, c'est-à-dire des centres de recherche et des universités. Donc, alors, au niveau des communes aujourd'hui, pour ce qui est des jeunes entrepreneurs, on n'y pense pas forcément. On pense beaucoup plus à l'aspect culturel, aspect sportif et ludique, mais rarement, je ne connais pas d'APC en tout cas qui ont créé je vais vous étonner qu'au niveau de notre commune, nous avons terminé des études pour faire une petite, je dirais, pépinière de start-up. On va lancer le projet prochainement pour la création d'une trentaine de locaux dédiés pour les jeunes qui ont des projets dans la numérisation et les nouvelles technologies. Au niveau d'Almorati. Oui, les études ont été entamées en 2015, donc on a anticipé sur ce projet. Vous savez, il y a des maires qui ont des visions futuristes. Hein, j'ai mis 141 communes. Donc voilà, chacun comme il voit la chose. Très bien, en tout cas, voilà, on est ravis de savoir qu'il y a un président d'APC qui consacre des locaux pour les gens entrepreneurs qui sont en herbe. Alors, Adel Messassi, je reviens vers vous. Quelles sont les attentes aujourd'hui des PME envers les présidents d'APC concernant la question des zones d'activité? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Bon, bien sûr. D'abord, je ne m'inscris pas en faux du tout par rapport à ce que dit ni M. Sendo ni M. Saoudi. Je considère que, bien sûr, suivant l'activité elle-même, ces zones-là vont être dédiées et même par rapport à ces activités aménagées ou la réaménager suivant les différentes contraintes qui existent. Les attentes, je vais vous le dire, pour une meilleure gestion et surtout pour une meilleure participation à la gestion de ces zones. Moi, je crois beaucoup en la proactivité. Je ne suis pas quelqu'un qui attend des autres qu'on me fasse tout. Si on doit participer au financement de la viabilisation, à la création de sociétés d'investissement et de gestion commune, puisqu'on parle de partenariat public-privé, nous on est prêts à y participer activement et être les véritables acteurs du changement. Donc j'ai envie de dire, il faut qu'on travaille la main dans la main. Nous sommes des partenaires et nous devons travailler ensemble à l'amélioration. Monsieur Msaoudi parlait d'une chose, vous avez des zones industrielles qui sont repoussantes, presque entre guillemets, j'ai envie de dire effectivement que c'est le cas. Et je parle en plus des problèmes de viabilisation, des lumières, de l'état des routes, tout ça. Tout ça, c'est l'implication moi je crois vraiment à l'implication des gens pour le changement. Si nous, chefs d'entreprise, voulons le changement, nous devons être aussi les acteurs du changement. Et ma demande au niveau des communes, c'est qu'ils impliquent les chefs d'entreprise dans ce nouveau processus pour une amélioration de ces zones industrielles. Très bien, le message est lancé en tout cas. Alors on revient vers vous, monsieur Aoudi. Alors quelles sont les erreurs que les PAPC ou les communes doivent éviter pour ne pas se retrouver dans la même situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les zones industrielles qui sont dans un état parfois lamentable, mal conçu, et ce qui fait que c'est difficile après de rattraper le coup? En fait, c'est très facile. C'est qu'il ne faut pas faire les erreurs qui sont là devant nous, tout simplement. Quelles sont ces erreurs qu'il faut éviter justement? Les erreurs, c'est que les zones d'activité et les zones industrielles, qui normalement devraient être des lieux de vie, sont des lieux qui sont tout sauf accueillants, où par exemple, vous pouvez difficilement trouver où déjeuner, vous ne pouvez pas trouver où passer la nuit. Si vous vous déplacez, nous avons un grand pays, vous allez d'une frontière à l'autre et que vous devez passer la nuit, vous avez affaire avec un industriel, vous devez aller en ville pour dormir. Il y a, si vous voulez aujourd'hui, les zones, on doit y réfléchir pour qu'elles deviennent des quartiers vivants, y compris la nuit. Il y a des zones de par le monde où ces zones-là sont pourvues de restaurants, où finalement les familles... par exemple, aux États-Unis, pour prendre cet exemple. Exactement, voilà. Exactement, parce qu'aujourd'hui, ce sont des territoires, arrivés la nuit, on les fuit.
elles sont pour même le positionnement. De toute façon, on va en parler. Ouais. La répartition sur le territoire de ces zones doit être mûrement réfléchie. Il faut les rendre attractives. Mais par rapport au développement urbain des villes, il y a des zones, si je prends par exemple un endroit que je connais bien, c'est Schleuf, la zone de Wetzli, elle est finalement à l'entrée de la ville. Il y a des zones qui empêchent le développement urbain normal de la ville. La ville d'Alger, on n'a fait que repousser finalement les zones industrielles depuis le Belcourt jusqu'à Raya, jusqu'à Rouiba, parce que la ville doit pouvoir se développer. Donc il y a une stratégie qui doit être mise en place, et ça c'est un travail d'équipe. Absolument personne n'a la science infuse. Donc la meilleure manière de s'en sortir, c'est de travailler ensemble, c'est de s'écouter les uns les autres. Un architecte n'est qu'un petit maillon d'une chaîne qui composé de géographes, d'urbanistes, de designers, si vous voulez, de paysagistes. On a eu à travailler sur un concours qui m'a marqué en Europe. On a eu avec nous un spécialiste des oiseaux qui nous indiquait quel type d'arbre planter pour faire venir une sorte d'oiseau là, à cet endroit-là. À Wetzli, pour revenir en Algérie, c'était un exemple concret. Les cigognes aujourd'hui, après avoir abattu les arbres qui sont très hauts, qui sont des eucalyptus, vont nicher sur des poteaux électriques et créent quand même des problèmes, des désagréments avec tout autour des poteaux électriques. C'est une réalité. Donc les erreurs à ne pas refaire... Il faudra aussi maturer les études, faire attention... C'est absolument essentiel. Prendre en considération beaucoup d'éléments. C'est absolument essentiel, mais nous avons sur le terrain des erreurs qui ont été faites qu'il faut... On n'a aucune excuse de les refaire, puisqu'elles ont déjà été faites. Donc il faut les éviter à l'avenir. Très bien. Je reviens à vous, M. Samer. Est-ce que il y a beaucoup, bon, vous n'avez pas forcément beaucoup de foncier, mais est-ce qu'il y a, au niveau de certaines communes qui n'ont pas forcément beaucoup de foncier à récupérer pour qu'ils soient transformés en zone d'activité, est-ce qu'ils peuvent récupérer autre chose, par exemple des biens immobiliers qui peuvent se transformer aussi en une zone d'activité? Bon, concernant la gestion des zones d'activité, concernant leur conception, comme a dit M. Audi, vous savez, le plus important, c'est l'accessibilité à ces zones. Le déplacement du personnel qui va travailler et qui va, c'est-à-dire pour les besoins, le déplacement. Il y a la sécurité qui est importante dans ces zones et tout ce qui va avec l'assainissement, les AOP. Donc, il faut bien aménager ces zones pour être attractives. Il ne faut pas faire des erreurs. Je pense que les maires ne feront jamais ça. C'est-à-dire chaque zone a son caractère. C'est-à-dire si on est dans une zone à vocation agricole, on va faire de la transformation des produits agricoles. Si on est dans une zone d'élevage, il faut faire la transformation de viande ou des tanneries et non une zone de montage de véhicules. C'est-à-dire on a déjà une main-d'œuvre qualifiée sur place. C'est ça. Donc je crois que ces erreurs ne vont pas être faites par les élus locaux. Ils sont plus aptes à gérer ce genre de situation, des erreurs qui ont été faites par le passé. Concernant votre question, concernant les zones, je dirais, dans une zone urbaine, c'est ça? Voilà. Concernant, vous savez, on a parlé tout à l'heure avant l'émission, je prends ici l'exemple d'Alger. Dans les années 60, 70, 80, jusqu'aux années 90, avant l'ouverture de l'importation, entre guillemets, l'importation sauvage, il y avait une industrie ici, dans le centre-ville, dans l'hypercentre, l'industrie du cuir, du textile. Il y avait aussi l'industrie de la boiserie, c'est-à-dire la menuiserie. Si je parle de l'industrie du cuir, vous savez, il y avait des petites unités de fabrication qui employaient entre 15 et 20 personnes ici dans l'hypercentre. Et il y avait des milliers de petites unités. C'est des milliers qui employaient des gens et qui faisaient travailler des gens et qui faisaient travailler d'autres secteurs. On parle de cuir, on parle de tannerie, on parle d'emballage.
Donc ça faisait marcher tout un secteur ici dans l'hypercentre et les gens se faisaient payer, ils achetaient autre chose. Alors on avait le cuir, on avait le textile et on avait la boiserie qui était installée ici dans les hauteurs d'Alger et ça marchait dans l'hypercentre. Vous pensez que c'est possible de faire revivre justement cette activité Bien sûr, industrielle la main-d'œuvre, elle existe toujours. La main-d'œuvre, vous savez, il y a une main-d'œuvre très importante. Pour les optimistes, on dit c'est un réservoir d'espoir. Pour les pessimistes, ils vont dire c'est une bombe à retardement. Mais je pense que tant qu'il y a cette main-d'œuvre, elle est toujours là. Donc il ne faut pas la laisser disparaître et on peut reprendre les choses. Et en plus, lorsque on est manager, on est toujours optimiste, M. Zohel. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Alors, Adel Bensassi, le président de la République a ordonné la récupération de toutes les assiettes foncières attribuées non exploitées sur le terrain. Est-ce que vous avez constaté ce genre d'abus? Nous avons perdu M. Adel Bensassi. Bon, on va poser la question justement à notre urbaniste architecte. Alors quand on entend le président de la République parler de la nécessité de récupérer les assiettes foncières attribuées non exploitées, alors est-ce qu'il n'y a pas aussi là un travail à faire pour éviter de refaire ces erreurs dans le sens où avant d'attribuer du foncier à une entreprise ou un porteur de projet, il faut vérifier est-ce qu'il est en mesure d'utiliser cette assiette, est-ce que cette assiette est en mesure de répondre à ses besoins? Oui, évidemment. Le travail qui doit être fait et notre témoignage aujourd'hui, les décideurs ne pourront pas dire on ne le savait pas, puisqu'on est en train de le dire, c'est que la chose la plus importante à faire avant d'agir, c'est de faire un diagnostic. Aujourd'hui, les zones d'activité qui sont dans l'état où elles sont parfaitement récupérables et parfaitement, elles peuvent redevenir quelque chose où il fait vraiment bon vivre et bon travailler. Si on prend le temps, c'est-à-dire de prévenir par quoi? On prévient par l'aboutissement des études. C'est ce qui permettra d'optimiser justement l'utilisation de ce qui existe. Exactement. Pour ne pas attribuer par exemple plus de foncier qu'il n'en faut à quelqu'un. Exactement. Et surtout d'avoir des activités qui sont cohérentes. Lorsqu'on ne définit pas les besoins de manière précise, forcément on va se tromper. Mais forcément, parce qu'il nous manquera des données. Donc, de réunir absolument toutes les données avant d'agir. Les opérateurs économiques, il y a des opérateurs où ils sont compatibles d'être sur la même zone, d'autres qui doivent être, si on a parlé tout à l'heure des zones où il y a de l'agroalimentaire, on ne va pas mélanger des matériaux de construction dans ces zones-là. Ça paraît évident que de le dire. Je pense que nous avons récupéré Adel Bensassi. Vous êtes avec nous? Oui. Adel Bensassi? Oui, je suis là. Voilà, donc je vous posais la question. Alors, quand vous entendez le président de la République évoquer la nécessité, ordonner à l'exécutif de récupérer les terrains ou les fonciers attribués non exploités, est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous êtes d'ailleurs installé dans une zone industrielle, vous avez constaté ce genre d'abus? Bon, écoutez, il y a effectivement un certain nombre de terrains qui ont été attribués à des aventuriers, on va dire, pour certains pour l'utilisation de concessions pour garantir des financements, d'autres pour des choses un peu plus, on va dire, des sujets de malversation. Mais ça, c'est à la justice d'en juger. Mais réellement, si on doit parler d'optimisation on va dire de l'activité industrielle, il y a d'autres risques. On ne va pas mettre tous les investisseurs dans le même panier. Il y a un problème de manque de visibilité, de stabilité juridique et de risque de marché, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le temps économique est différent du temps administratif. Donc, certaines personnes, bien sûr, s'investissent sur un créneau et puis
Je vais vous donner un exemple. On a été, c'était la caravane du Sud avec un groupe d'investisseurs. Nous avions été dans une wilaya du Sud. Ils nous avaient attribué une grande assiette, hein, puisque là-bas, il n'y a pas de problème de frontier ni d'incompatibilité, parce que c'est très loin des zones urbaines, etc. Et puis, il y avait une 50aine d'hectares, parce que c'était des activités qui avaient une nécessité d'avoir vraiment de grands espaces. Bon, on est à 40 km de la route nationale, il n'y a pas de viabilisation. Comment vous voulez attirer, même pas attirer, commencer une activité? On a dû, pour la plupart, se désister officiellement en disant, écoutez, on est désolé, on ne peut pas, en l'état actuel, et vu le mode de gestion opérandi qui était à l'époque, activer dans ce domaine. Et moi, je voudrais revenir sur la petite manufacture, parce que M. Semer a parlé de la petite manufacture, et moi, je suis très sensible à cette activité que j'ai vue, notamment pour faire un peu de benchmarking en Turquie. Vous avez parlé de l'industrie du cuir, vous avez parlé de l'industrie du textile, qui représentait réellement dans le bassin algérois une activité importante. Et comme vous disiez, ce sont des petits ateliers. Moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas aller chercher la quadrature du cercle. Nous avons des avantages comparatifs, et notamment pour Alger et même les centres urbains, pour la petite manufacture, et qui n'a pas besoin forcément de personnel très qualifié. Moi, je vais revenir, je vais vous dire, un pessimiste n'est qu'un optimiste averti. Après tout, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire. Moi, je crois qu'il faut regarder vraiment les avantages qu'on a. Et les microzones sont faites pour des activités, les zones plutôt agricoles et ainsi de suite. Par contre, évidemment, et je rejoins complètement M. Msaoudi, il y a des cahiers des charges à mettre en place, mais juste une chose, hein, par rapport aux zones existantes. Au-delà de la récupération des actifs industriels qu'il faudrait faire, ça rentre dans le cadre de l'assainissement de façon générale, il y a quand même un respect du cahier des charges existant qu'on a complètement oublié. Écoutez, moi je suis dans une zone industrielle, les gens ont monté des murs de 5 mètres, il n'y en a pas un qui a respecté le cahier des charges initial, c'est-à-dire un muret d'1,50 m avec une visibilité de la lumière qui rentre, le respect des normes environnementales, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé aussi, au-delà du côté route, lumière, etc. Il y a des pollueurs. Il y a des pollueurs. Il faudrait arranger un peu ça. À quoi est dû se laisser aller justement au niveau des zones industrielles? Et le fait que justement ça ne réponde pas aux gestionnaires des zones. Pourquoi? Si on doit parler juste de l'environnement, vous avez un pollueur qui est votre voisin. Le pollueur, il répond à qui? À la direction de l'environnement, mais pas à la zone industrielle pour autant. Et puis il y a toujours un peu ce chantage, ah mais oui, moi je fais vivre tant de familles, donc qu'est-ce que je fais si je dois dépolluer? Mais enfin, vous faites vivre tant de familles, mais si vous polluez, vous risquez d'en tuer autant, ou si ce n'est plus. Donc il y a un moment où il faut remettre les choses en leur état. Et comme disait M. Msaoudi, pour en faire des zones industrielles quand même un peu agréables, ou d'activités qui est humaine, où on passe, sincèrement, on passe tous beaucoup plus de temps au bureau ou à l'usine que chez nous. Donc faisons en sorte que ça marche. Très bien. Alors, on revient vers vous, Monsieur Msaoudi. Est-ce qu'on peut réaménager les zones d'activité en l'absence un peu du respect du PDO et surtout en l'absence d'un schéma national d'aménagement du territoire? Ça semble compliqué. Je reviens, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Bensassi, et ça m'a bien plu qu'il parle de la hauteur d'un mur. Parce qu'à l'intérieur, le PDO est une chose, qui est le plan d'aménagement urbain, le POS qui est le plan d'occupation des sols pour les téléspectateurs, ça concerne la commune, et à l'intérieur de zones d'activité industrielle, c'est géré par un règlement qui est appliqué pour ces zones. Ce règlement doit être, bien entendu, signé par tous les opérateurs, et il doit être opposable à ces opérateurs-là. Il doit être extrêmement précis. La hauteur d'un mur est très importante parce qu'elle est faite pour une personne qui marche. Donc on marche, on a une perspective, et cette perspective-là doit être travaillée
pour qu'elle soit le plus agréable possible. Si vous avez une partie, un mur qui respecte la hauteur qui a été préconisée, et un autre qui monte son mur de 6 mètres, un autre qui le casse et qui met un autre matériau en remplacement de ce mur-là qui devait être de tel matériau et de telle couleur, et ben on commence à avoir de l'anarchie. Et cette anarchie-là, en fonction de son importance, et ben, donne envie aux bons élèves de quitter ces gens-là, de partir parce qu'il y a trop de nuisances, il y a trop de dépassements. Et là, si je peux faire le parallèle, il faudrait que ce soit comme sur l'autoroute. On sait qu'on peut rouler vite, mais si on se fait attraper, ben, on perd son permis. Voilà. Comment déterminer toutes ces normes au niveau local en l'absence d'un schéma national qui détermine l'aménagement du territoire? Mais le schéma national, il faut y aller. Le schéma national, encore une fois, est une chose, et le local, on est une autre, vous, et la zone. En tant qu'urbaniste, vous avez peut-être besoin d'avoir une visibilité sur le long terme. Mais complètement. Voilà. C'est nécessaire aussi d'avoir un schéma national d'aménagement du territoire. Parfaitement. C'est un travail, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes que de petits architectes qui sommes un maillon de la chaîne, depuis le géographe, l'aménagement du territoire. Ce n'est pas un travail qui est fait par une seule personne. C'est un problème d'échelle. Du géographe jusqu'au designer, on travaille sur des échelles, on a l'habitude d'intervenir à des échelles différentes. Un designer va dessiner une fourchette, un architecte dessinera une maison, un urbaniste un quartier de ville, un géographe va s'intéresser à l'ensemble du territoire. Pour illustrer mon propos, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de ces zones industrielles qui devraient normalement être un petit peu en concurrence dans le sens qualitatif, une concurrence positive, laquelle sera, pour attirer, laquelle sera le mieux aménagée, la plus agréable pour attirer les investisseurs. Je prends l'exemple de l'autoroute Est-Ouest que tout le monde connaît. Sur cette autoroute qui relie de la frontière ouest à la frontière est, traverse tout notre pays et traverse des paysages très différents. Sur ces autoroutes-là, nous avons des aires de repos. Donc, où on est censé s'arrêter, prendre du carburant, se reposer un peu. Ben, ces aires de repos, quasiment se ressemblent toutes. Moi, ça me dérange, en tant que concepteur, de me dire que ces aires de repos, normalement, devraient être la vitrine de la région que je traverse, si je ne la connais pas. Et alors que là, on a une espèce d'uniformisation. Et cette uniformisation devient, vous vous arrêtez, vous ne savez même pas où vous êtes. Si vous vous fiez à cette terre-là, il y a on le voit de par le monde, les aires de repos sont quasiment toutes différentes. Elles cherchent toutes à attirer, à vous attirer pour vous reposer. En fait, il y a plus de concurrence aussi, plus d'acteurs. Oui, ben, même avec le même acteur, on peut se faire dans la diversité et pas dans l'uniformisation. Il faut revenir aux zones d'activité, Monsieur Samer. Aujourd'hui, on demande au PAPC de travailler davantage pour créer de l'activité, pour aller vers l'économie. Aujourd'hui, vous, en tant que PAPC, est-ce que vous avez déjà franchi ce pas pour essayer de créer de l'activité économique au sein de votre commune? Vous savez, j'aurais juste, concernant la gestion des zones, c'est-à-dire s'il y a un cahier de charge qui est respecté par tous les opérateurs, je crois qu'il n'y a pas de problème qui se pose. Je crois que je tiens à rappeler que nous sommes dans une république et toute incivilité demande réparation. Si un pollueur, il doit être payé. Donc je crois que si on fait des garde-fous, un bon cahier de charge, les choses se passeraient de façon normale. Concernant votre question, vous savez, normalement, la création de richesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création de l'emploi va être une des priorités des PAPC comme l'environnement. C'est-à-dire, parce qu'actuellement c'est l'environnement, mais surtout je dis et je le redis toujours, c'est la création de l'emploi. C'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui demandent de l'emploi au niveau de ma commune, pas en tant que fonctionnaire, hein. C'est des jeunes qui veulent avoir leur propre local pour développer une petite activité, ce qui est un bon signe
pour ces jeunes-là. Il faut les assister, surtout, vous savez, c'est pas évident dans une zone à vocation résidentielle comme notre commune, mais il faut leur trouver des solutions et les assister pour la réalisation de leurs projets. En matière d'économie, il faut penser global et agir local. Exactement, c'est-à-dire il y a des visions, c'est-à-dire il y a j'ai dit tout à l'heure, il y a des zones à vocation artisanale, industrielle et tertiaire, c'est-à-dire c'est des services, ça peut être dans la communication, ça peut être dans l'architecture. Donc on peut aider ces gens-là à avoir leur propre, je dirais, petite entreprise et à la développer. Voilà. Très bien. Monsieur Adel Bensassi, vous êtes toujours avec nous? Ça va. Monsieur Adel Bensassi? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas tout d'abord assainir le foncier industriel existant avant de réfléchir à la création de nouvelles zones industrielles? Écoutez, c'est très difficile. Ce sont des processus qui prennent du temps. D'accord. Donc, je ne sais pas, je pense que le temps ne joue pas en notre faveur vu la crise économique qui est en train de traverser le monde suite à cette pandémie, que nous espérons passer rapidement, mais qui, malheureusement, nous voyons un peu perdurer. Donc oui, récupérer le foncier industriel, ça reste un objectif, c'est-à-dire qui n'est pas à remettre en question, mais peut-être faudrait-il savoir de quel foncier industriel il s'agit. On parle de quoi? De 10, 20, 30, 40, 50% des zones. Et encore, je ne pense pas que toutes les zones soient dans la même situation. Donc, il ne faut pas non plus, c'est-à-dire faire une caisse de résonance ou là d'un prérequis, dire si on ne récupère pas, on ne va pas avancer. Donc là, je me permets de mettre un bémol. Ce n'est pas par la récupération qu'on va régler le problème du foncier industriel. Il y a suffisamment, je pense, d'espace dans notre beau pays pour qu'on puisse mettre en place soit de nouvelles zones viabilisées, soit, et encore une fois, moi je parle de nouvelles solutions. Là, on est dans une situation économique où il faut que chaque commune, comme vous l'avez si bien dit, agisse comme une entité économique. D'accord ? Monsieur le Président de l'APC l'a bien dit. Les maires maintenant agissent, j'ai envie de dire, pratiquement comme des chefs d'entreprise où ils vont devoir gérer les entrées et les sorties. Donc leur intérêt, bien sûr, en ayant des zones d'activité qui soient dynamiques, c'est de faire rentrer de l'argent par la fiscalité ordinaire et pouvoir ainsi financer les différentes actions de développement de la commune, de l'aménagement des territoires, etc., etc. Et donc là, il y a des solutions. Je ne veux pas avancer, mais par contre, il y a des propositions à faire. Et comme disait M. Msoudi, je pense qu'on est chacun un maillon de la chaîne, il faut travailler ensemble. On peut travailler sur de la création de sociétés d'investissement et de gestion de zones, on peut travailler vraiment sur différents modèles, mais encore une fois, à mon avis, d'aménagement, et l'intérêt pour nous, c'est que ça marche. L'intérêt, c'est ça, c'est de trouver des solutions, en fait. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, une dernière question, ce sera pour nos deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion du foncier industriel et celui destiné à l'agriculture? Moi, ce que je constate en tant qu'architecte, lorsqu'on a plusieurs interlocuteurs, lorsque les responsabilités sont diffuses, on met plus de temps pour que les projets aboutissent. L'important pour nous, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage formée, une maîtrise d'ouvrage qui joue réellement son rôle pour finalement, le travail, c'est un travail d'équipe. Ça n'est pas, il n'y en a pas un qui peut travailler tout seul dans son coin. Hein. Très bien. Voilà. Je sais la même question. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs qui sont impliqués dans la gestion? Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Le président de la République a donné ordre au gouvernement de penser à la création d'une entité nationale qui est en charge du foncier. Le président de la République est au courant, il était au niveau des collectivités locales, il était Wali, donc il connaît vraiment ce problème. Le président de la République parle toujours de bureaucratie, c'est un phénomène très récurrent ici. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants, l'idéal serait de faire au niveau local, c'est-à-dire au niveau des wilayas, ce qu'on appelle un guichet unique d'investissement.
C'est-à-dire on réunit tout le monde, le wali, le président d'APC, le cadastre, les domaines, et on règle ces problèmes en une question de 15-20 jours. Parce que le temps il passe. Et comme vous savez, nous dépendons toujours des hydrocarbures. C'est une économie à 80 complètement. Et lorsque les prix chutent, tous les indicateurs macroéconomiques verront rouge. Et c'est la panique générale du premier responsable au dernier patriote. Donc il faudrait penser autrement, laisser les gens entreprendre, la liberté d'entreprendre et d'innover, et on sauvera notre pays, Inch'Allah. Très bien, merci. Voilà, c'était la dernière intervention. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également nos invités d'y avoir participé. Je rappelle qu'il y a sur ce plateau Mourad Samer, président de l'APC d'Al Mouradia, Younes Messoudi, architecte et urbaniste, et par téléphone depuis Jijel Adel Ben Sassi, chef d'entreprise. Bonne continuation avec le reste de nos programmes sur Canal Algérie.